Bonjour et bienvenue chez les anciens. Aujourd'hui, nous allons parler humanitaire avec Nordine. Nordine, bienvenue à toi. Merci à toi, merci de me recevoir. Bon, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc aujourd'hui, on va parler d'humanitaire, forcément. Et on va commencer en parlant de toi. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, où t'es né, comment t'as grandi, dans quel cadre? Alors, moi, je viens du Maroc. Je suis originaire du Maroc, où je suis né d'ailleurs, dans le sud marocain. Et je suis venu en France très tôt, très jeune, très jeune. Et puis après, j'ai suivi une scolarisation normale en France. Ok. Et très tôt, si tu veux, j'ai été baigné un petit peu dans l'entraide, en fait, que ce soit dans mon quartier à l'époque. Et petit à petit, voilà, j'ai suivi presque un double cursus dans la vie, où j'avais un pied dans le social, où j'étais un petit peu à droite à gauche, où j'ai aidé un petit peu les gens du quartier, etc. En même temps, je poursuivais mes études. D'accord. Et en venant à Paris, où j'ai fait mes études, j'étais dans une autre dimension, je dirais, où j'étais très jeune, impliqué dans l'action étudiante, où j'étais à l'époque délégué du lycée. Et c'était une époque où j'étais vraiment impliqué dans la vie associative de l'école. Donc c'était pour moi les débuts en fait où je devais avoir peut-être 18 ans, 19 ans, où je représentais le lycée et où je conduisais avec mes collègues à l'époque des manifestations. Je me rappelle du CPE de Dominique de Villepin à l'époque. On avait un petit peu foutu le bordel dans un lycée parisien. Et j'étais une des principales personnes qui gère un petit peu qui organisait en fait les manifestations, à tel point qu'on a été invité à France 5 à l'époque pour en témoigner. Et c'était un petit peu là où je découvrais un petit peu l'action de la société civile entre guillemets, tu vois. Et voilà. Et puis en grandissant, alors j'ai jamais lâché mes études. Hein, je suis allé jusqu'au bout, hein, jusqu'à un master. Enfin, j'étais un petit peu euh, où j'étais un petit peu dans un milieu financier. Et en parallèle, voilà, j'avais cette fibre, on va dire, d'aider et d'être utile, en tout cas pour la communauté. D'accord. Et c'était quoi quand t'étais jeune? C'était dans le cadre d'une association ou c'était... Non, alors j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de tentatives, non pas pour prouver quelque chose, mais pour moi l'aspect collectif est beaucoup plus utile que l'aspect individuel. J'aurais pu faire quelque chose à titre personnel, comme font tout le monde, hein, mais je voulu un petit peu étendre un petit peu les actions pour qu'il y ait un peu plus d'impact dans la société. Donc du coup, soit j'étais dans des actions avec mes amis, soit j'étais dans le cadre étudiant avec toute l'action étudiante, dans le cadre du BDE par exemple, d'associations étudiantes. Et un peu plus tard, où j'ai créé l'association AMEB. J'avais peut-être 28 ans, ouais, c'est ça, 28 ans. Et donc ça fait quand même quelques années, ça fait 12-13 ans maintenant. Ça fait 12-13 ans. Et là, c'était complètement hasardeux. L'histoire de AMEB, c'est autre chose. Hein, donc je vais peut-être en dire quelques mots. Hein. Si tu veux, moi, il y a un truc qui m'a toujours touché, c'est l'injustice sociale, plus large. Cette façon d'abandonner en fait une partie de la communauté, qui soit livrée à elle-même, pour moi c'était quelque chose d'inconcevable. Et je trouvais normal pour moi d'agir quand on a des capacités, si tu veux, à agir, non pas que par l'action monétaire en donnant des dons, que je critique pas, au contraire, c'est grâce à ça qu'on avance effectivement. Mais j'estime que quand on est un peu, je dirais, un peu équilibré, je dirais, et avec un minimum d'intelligence, on se doit même de donner une partie de son temps qui doit profiter aux autres. C'est un peu l'action du professeur Darwin qui a toujours on va dire une vie individuelle, une vie de père de famille, une vie de chef de société. Et là, toute cette vie aussi, cette dimension collective qu'il nous a appris au travers de sa vie. Et pour moi, c'était normal quand on a assouvi, on va dire, ses besoins primaires, et de donner une partie à la communauté. Et donc c'est dans ce sens où en 2012, j'étais un peu comme tout le monde, je cherchais sur internet, enfin je scrollais un peu comme tout le monde, et je tombe sur une information qui m'a interpellé. Et
qui concernait une minorité musulmane qui se fait génocider, persécuter, qui subit toutes sortes de violences qu'on peut imaginer ou pas. Et un degré de violence que j'ai jamais vu de mes propres yeux, des vidéos qui étaient filmées à l'époque, qui fuitaient en fait de la Birmanie. Et c'est là où je découvrais en fait l'existence même de cette société, une minorité qui était en train qui subissait un génocide en cours. Aujourd'hui, on parle d'un génocide en live de la Palestine, mais c'était à l'époque en 2012. On parlait des Rohingyas et personne ne s'occupait de ce problème. Et donc j'avais un parallèle, si tu veux, frappant et paradoxal entre le degré d'intensité de violence qu'il y avait et le déni d'information, le déni médiatique qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun média mainstream, aucun média classique qui couvrait cette affaire-là. À tel point, je doutais même de l'information. C'est pas possible qu'il y ait un génocide, personne n'en parlait. Et donc j'ai beau chercher partout, même en anglais, en arabe, voilà, je trouvais rien, à part des articles par-ci par-là et d'une communauté musulmane qui se fait génocider par une majorité de bouddhistes, pardon. Et c'était une violence institutionnelle qui est orchestrée par un État. Donc c'est quand même pas rien. On parle de plusieurs millions de personnes et c'est pas un problème nouveau. C'est un problème qui date des années 60 quand même. Et comment se fait-il qu'en 2012 on n'est toujours pas au courant de tout ça? Donc ma curiosité me pousse en fait à aller voir un peu plus, à aller creuser en fait dans le détail. Et ça c'est quelque chose que j'ai toujours, peut-être que j'ai toujours un peu dans ma vie, c'est d'aller voir par moi-même et d'aller creuser un petit peu les choses. Et c'est effectivement comme ça que je tombe sur des articles qui me confèrent en fait, si tu veux, l'idée que c'est vraiment vrai. Et évidemment, ma vocation, si tu veux, d'aider, m'interpelle à ce moment-là. Il me dit, voilà, me pousse à agir. Alors comment j'agis? T'es tout seul comme ça dans ton coin. Tu te dis voilà, il va falloir chercher quelque chose. Et puis de fil en aiguille, en fait, je tombe sur un groupe, à l'époque c'était sur Facebook, des gars un peu comme moi qui se posaient des questions. Alors est-ce que c'est vrai? T'as entendu ça? Donc on échange des informations. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est des gens que je connais pas. Hein. Et puis on organise ça avec des gens que je ne connais pas. C'est un peu les effets positifs des réseaux sociaux. Hein, c'est aussi ça. Et on s'est retrouvé à la place des droits de l'homme, donc le symbole est fort, à Paris, où on organise un rassemblement pour interpeller les gens et leur parler de cette problématique qui était nouvelle à l'époque. Et c'est pas n'importe quelle problématique. Là, on parle d'un génocide. Et c'est très rare des génocides dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Quand un génocide, c'est un terme qui est protégé par une définition juridique et administrative et légale de l'ONU. C'est quand on veut effacer une ethnie pour des raisons religieuses, politiques ou autres. Hein. C'est vraiment un massacre de masse. Et on se retrouve à peu près 400-500 personnes à la place des droits de l'homme, et on a organisé avec des inconnus, en fait, dont moi, ce rassemblement où on a présenté, j'ai étudié un petit peu si tu veux, la problématique en amont pour pouvoir la présenter, pouvoir prendre pour la première fois, une des rares fois où je prends le micro un peu en public pour parler de ce problème. Et les gens, ils étaient à la fois choqués des violences qu'on entendait, mais aussi déni médiatique, et à la fin, aussi de l'absence de tissu social, de toutes ces associations humanitaires qui n'étaient pas au courant de ce problème. Et voilà, à l'issue de ce rassemblement, une dizaine de personnes restaient encore là, et on se regarde tous, on se dit, oh, qu'est-ce qu'on fait? Il faut une suite là quand même. Et donc c'est parmi ces personnes-là qui vont devenir ensuite, pour certains, des cofondateurs de l'association elle-même, dont moi en fait. Et c'est comme ça qu'on a décidé de continuer cette action dans le temps, de la professionnaliser, d'être méthodique dans la création de l'association pour avoir quelque chose de plus impactant. Et grâce à on va dire, de ma formation, parce que je suis aussi dans les RH, dans les ressources humaines, et en plus de ma formation financière, j'utilisais, si tu veux, ces compétences-là pour pouvoir gérer et mieux organiser l'action collective. Donc, on a donné évidemment un cadre légal à ça. On crée une association avec tous ces statuts, et on a aussi organisé des conférences, parce que la première action à faire dans ce cas de figure, c'est d'informer. Comment on informe? À travers des conférences publiques. On explique de manière pédagogique la problématique, parce qu'elle n'est pas que
elle n'est pas que religieuse. Ouais. C'est pas que des bouddhistes qui massacrent une minorité de musulmans. Le problème est beaucoup plus complexe que ça. Et donc c'est ça qu'on apporte. On apporte des informations moi j'estime que pour défendre une action, quelle que soit l'action, il faut d'abord la maîtriser. Il faut d'abord, donc il y a une connaissance et le savoir qu'on doit assimiler avant de pouvoir avoir cette vocation et avoir cette aisance dans la défense de quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a donné des conférences un peu partout, dans les universités, dans les associations, et jusqu'à ce que je devienne quelque part un spécialiste de la birmanie. Je me suis retrouvé dans l'émission qui s'appelle, je crois, une émission à LCP, la chaîne parlementaire, où j'ai été invité avec des spécialistes de la Birmanie, des journalistes, et moi je représentais la société civile, parce qu'encore une fois, il y avait rarement, très rares ces sociétés qui agissent un petit peu sur ce créneau de la Birmanie. Et c'est là où on a eu des débats, et je me rends compte qu'en fait on était loin de défendre en fait ces pauvres gens en fait, que paradoxalement l'ONU les qualifiait de l'une des minorités les plus persécutées au monde. Et le paradoxe, c'est qu'il y a rien derrière. Et donc à coup de conférences, à coup d'interventions un peu partout, donc moi ce que j'aime en fait dire en tout cas au sujet de l'association AMEB, c'est que c'est une association, avant d'être humanitaire, c'est d'abord une association militante. C'est extrêmement important parce que, et j'ai beaucoup de choses à dire sur le tissu la société civile musulmane en France et en Europe de manière globale, c'est que malheureusement, on met beaucoup plus l'accent sur l'humanitaire que sur le plaidoyer, sur le militantisme. Pour moi, quelque chose qui est important. Et j'ai toujours dit, j'ai toujours répété dans toutes les conversations que j'ai faites, c'est que on a aujourd'hui concentré les efforts de cette société civile à aider en fait notre prochain, parce que d'abord notre religion nous le recommande, et puis malheureusement on a réduit un petit peu l'aide au prochain à cette action humanitaire qui consiste à collecter de l'argent par les biais d'associations ou de collectifs, et ensuite donner derrière, transformer cet argent-là en action visible sur le terrain, que ce soit du développement durable, des constructions d'écoles, etc., ou de l'alimentaire, peu importe. Et donc voilà, ça c'est l'humanitaire. Ça c'est aujourd'hui, c'est comme ça. Et puis d'une part, c'est aussi pour satisfaire la conscience du donateur, qui, face à tout ce qu'il voit dans le monde, de misère et de guerre, etc., il a besoin de satisfaire cette conscience, cette culpabilité, cette auto-culpabilité qu'on a tous, et de dire qu'est-ce que je fais moi en tant que musulman, ma religion ou ma conscience ou mes valeurs humaines m'imposent de faire quelque chose, de réagir. Alors qu'est-ce que je fais à part donner à des associations qui transforment ensuite toute cette spirale. Et en même temps, on nous dit, ce qui est important, c'est que défendre la voix du misérable, la voix de la victime, la voix des personnes qui subissent de l'injustice. Et ça, on ne sait pas encore le faire. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de pédagogie. Et les associations, ou en tout cas les responsables associatifs musulmans en France, ne font pas suffisamment ce travail pour pouvoir transformer en fait l'action humanitaire en une action de communication politique, parfois juridique, parce que avant même quand on regarde par exemple le problème des Rohingyas, au-delà de la problématique de la misère, ces gens-là, ce sont des apatrides, ils ont été déchus de leur nationalité, ils sont persécutés parce que musulmans, parce que différents, parce que il y a aussi un racisme institutionnel aussi qui est pratiqué sur eux, et donc ce sont des gens qui ont besoin avant tout d'être assistés, aidés, représentés dans les institutions représentatives, ce que j'appelle les institutions représentatives honorables. C'est tout ce dont on a accès aujourd'hui, donc l'ONU, la Commission européenne, les parlements des différents États. Donc nous, en tant que musulmans, acteurs musulmans, ayons accès à ça, et ayons un capital intellectuel capable de représenter toutes ces personnes persécutées, on doit occuper ce terrain, pour moi, juridique et administratif et politique. En faisant de la communication. Je te donne un exemple. Entre 2014 et 2018, on a formé un collectif inter-ONG avec des ONG très connues, hein, Amnesty International, Action contre la faim, Médecins du Monde, Solidarité Internationale, plusieurs associations, les 6 ou 7, ont été la seule association, je ne vais pas dire musulmane, parce qu'on n'est pas une association musulmane proprement parler, même si on est de confession musulmane, on était les seuls à être dans cette action de plaidoyer.
Pourquoi? Parce que pendant ce temps, les associations musulmanes sont occupées si tu veux, à participer à cette machine de satisfaire une conscience du donateur et ensuite derrière alimenter toute la machine, on va dire, du business de l'humanitaire, ce que j'appelle comme ça, j'aime pas ce terme, mais on va peut-être en parler, à occuper à faire ce travail, qui est bien, encore une fois, je ne critique pas, mais derrière, on voit plus personne pour... et c'est un des responsables d'Amnesty International m'avait posé la question à l'époque, il me disait, on a eu un échange comme ça, il me disait, c'est extrêmement dommage, vous, les musulmans, je dis, bon, d'abord, ne me vois pas comme un musulman, on va d'abord comme un humanitaire, mais passons. Il me dit, c'est dommage qu'on ne vous voit pas justement sur ces questions où les Rohingyas ont besoin de votre représentativité. On ne vous voit pas, par exemple. Moi, j'étais à l'ONU en 2016 et encore une fois, il n'y avait pas d'association musulmane qui parlait de ça. Et je pense qu'il y a différentes raisons aussi à tout ça parce que on a aussi un déficit de capital intellectuel qui fait que on a suffisamment très peu de représentants, si tu veux, très peu de représentants musulmans capables de parler de manière aisée, habile et pédagogique de ces problématiques. On a bien vu tous les intellectuels musulmans comment ils tombent les uns après les autres, on leur trouve des casseroles. Et donc du coup, il y a une peur, si tu veux, qui s'est installée là-dedans. Donc il y a ce défaut-là de peur, il y a aussi ce déficit malheureusement qui nous manque, on manque de leaders en France. Etc., etc. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Ouais. Et juste avant de revenir sur cette association, c'était quoi tes actions quand tu étais jeune, quand tu étais encore, on va dire, quand comme tu as parlé tu étais encore ado, qu'est-ce que tu faisais pour aider les autres? Alors, ça va être des actions un peu, d'abord dans ma sphère familiale déjà. Toutes les personnes qui sont d'origine comme moi, ou des personnes ayant des origines dans notre bled, comme on dit, on a tous le reste, une partie de notre famille qui est au pays. Et puis quand on va en vacances, à l'époque, quand on était petit et jeune, on perçoit, si tu veux, ce double monde, où on sort de notre confort et on monte dans les villages de nos parents, de nos arrière-parents, et là on se confronte à une autre réalité aussi que vivent certaines personnes, parfois la misère, parfois des gens qui ont peu de moyens, et c'est là où on se dit il faut quand même qu'on sorte un petit peu tu sais, t'as quelque chose qui te frappe quelque part, tu vois, tu te dis je reviens chez moi, je reprends ma vie d'occidentale et j'ai mon confort, et puis derrière quand tu dors tu te rappelles à ta grande de quoi ils vivent avec peu de moyens. D'abord ça t'apprend une humilité, évidemment, ça t'apprend à se satisfaire de ce que tu as, etc. Il y a quand même un travail, je dirais, psychique qui est fait de manière inconsciente. Et en même temps, tu te dis, je ne peux pas les laisser tout seuls, comme ça. Et donc, à l'époque, quand j'étais petit, tout ce que je gagnais, une partie de ce que je gagnais en faisant mes petits jobs, j'ai aidé un petit peu mon cousin, ma tante, mon oncle qui a une opération à subir, etc. Donc, et il y a aussi un truc qui est aussi je pense qu'il est propre aussi au village de mes parents, de mon père, qui vit dans le Grand Atlas marocain. Et comme la plupart des villages au Maroc ou dans d'autres pays. On peut citer le village? Ouais, il s'appelle Tigouliane. Tigouliane. Ouais. Tous les gens de Tigouliane, ça va bien mieux, c'est des gens sympas. Ouais. Des gens extrêmement accueillants. D'ailleurs, ils ont subi pour certains le séisme. Ça a été pour moi l'occasion d'aller aussi les voir avec l'association. J'ai impliqué même mon père, il était tout content. Et donc je disais que en fait, ces villages-là, ils ont tous quelqu'un à l'étranger, tu vois. En Europe, enfin en France, en Espagne, etc. Et en fait, au fil des années, si tu veux, ça a créé des mouvements collectifs d'entraide qui s'est fait de manière presque instantanée et spontanée aussi. Et en fait, ils se réunissent un petit peu à l'étranger, dans ces expatriés, comme on dit, on les appelle les immigrés ici, enfin voilà. Mais si tu veux, ils se réunissent tous dans des cafés, des trucs comme ça à l'époque où il n'y a pas encore des réseaux sociaux, où ils se disent il faut qu'on fasse quelque chose pour notre village. Et donc ils créent des collectifs de fêtes. Et c'est souvent des villages en fait où tout le monde se connaît, tu vois.
Et ils entendent à chaque fois des nouvelles du bled. Ils entendent par exemple, voilà, il y a une maison qui est tombée sur quelqu'un, il y a quelqu'un qui va avoir une opération, il n'a pas les moyens, etc. Donc tu vois, ils cotisent tous. Et moi, j'avais assisté ça en étant tout petit. J'assistais par exemple à mes grands cousins où quand ils faisaient des réunions chez le grand-oncle, etc. Et moi, j'étais jeune, je devais avoir peut-être 15 ans, même pas, 13, 14 ans. Et j'assistais à ça, j'écoutais, tu vois. Et je voyais un petit peu des débats, un peu par eux, par là, il faut qu'on fasse ça, faut qu'on cotise à faire ceci. Tu vois, ça a participé à faire quelque chose au moins. Et je pense que ça a contribué en fait à être un peu ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Et je pense que c'est comme ça que j'ai un peu commencé à aider à ma manière aussi, petit à petit, jusqu'à donner on va dire un cadre beaucoup plus collectif. Parce que encore une fois, à titre personnel, je me satisfais pas d'aider juste à titre individuel. Je veux que mon action puisse impacter un plus grand nombre, parce que les défis dont fait face la communauté musulmane, ou même de la communauté, enfin en tout cas les misérables, j'aime pas les appeler comme ça, mais en tout cas les gens dans le besoin, il y a énormément de gens. Il faut que l'impact soit à la hauteur. Et donc c'est pour ça je privilégie cette action du collectif. Ouais. Voilà. Et en France, tu faisais quoi? En France, comme je t'ai dit, hein, j'ai commencé dans les écoles, dans les universités, dans le lycée à l'époque où j'étais. Dans le cadre étudiant. C'est ça. En fait, je militais pour les droits des étudiants à l'époque, au travers différentes actions. Et c'est surtout ça. Après, j'ai évidemment participé à des maraudes pour des associations, etc. Et alors que, en réalité, j'avais jamais fait partie d'une association proprement dite où je suis membre. J'avais jamais. Un électron libre. J'étais un électron libre, d'ailleurs. D'ailleurs, c'était un de mes pseudos. Je te dis, ça s'appelait électron libre. Parce que, si tu veux, j'aimais cette indépendance à la fois intellectuelle, sociale, politique. J'ai jamais fait partie d'aucun mouvement politique. J'ai ma petite idée là-dedans, mais bon, voilà, j'ai énormément de critiques là-dessus, si tu veux. Et donc, pour moi, l'action est noble quand elle est pas dévouée, si tu veux. Quand elle est sincère, quand elle est pure, quand elle n'est destinée, quand elle est totalement désintéressée. C'est ça qui fait la beauté de l'action, c'est quand elle n'est pas liée justement à un intérêt politique ou autre. Tu vois. Et donc là, on revient au collectif AMEB. Donc là, quand tu l'as lancé, tu as commencé à informer. Et donc, ça a été comment le premier voyage chez les Rohingyas? C'est une bonne question parce que en 2012, on connaissait pas encore les Rohingyas de manière directe. On n'avait pas encore eu ce contact direct. Donc pendant un an, on a fait ça. On a fait plein d'informer, exactement. Et en 2013, premier voyage au Bangladesh. Là, t'atterris dans un pays que tu connais pas. Le Bangladesh, c'est un des pays les plus pauvres au monde. Et c'est là où tu te prends une grande claque, en fait. Tu te dis, ah ouais, en fait, on est vraiment. J'avais fait des voyages entre temps. Hein. J'étais en Malaisie, j'étais en Égypte, j'étais en Europe. Tu vois, j'avais fait quelques voyages un peu partout. Mais le Bangladesh, pour moi, c'était une grosse gifle, tu vois. 80% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. C'est un pays qui est totalement laissé à l'abandon, étatiquement parlant. L'État ne s'occupe plus de ce pays parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est un pays qui est asphyxié par différentes sanctions, que ça soit la dépendance politique vis-à-vis de l'Inde, que ça soit la géographie même de ce pays qui a une grande partie de son territoire inondé, qui fait face à des défis climatiques, environnementaux. Donc il y a énormément de problèmes avant même de parler de misère, tu vois. Donc ils sont déjà dans un schéma qui est extrêmement malheureux. Et puis tu arrives dans la grosse capitale Dhaka, plusieurs millions d'habitants. Il faut savoir que Bangladesh c'est à peu près la moitié de la France en territoire. Par contre, c'est 270 millions d'habitants, quand même. C'est 5 fois la France. Donc, en termes de densité, c'est une des densités les plus folles du monde. Tu arrives dans cette capitale Dhaka, donc tu regardes, tu découvres un petit peu. Tu es là pour faire de l'humanitaire, quand même. Mais excuse-moi, pourquoi le Bangladesh? Alors, Bangladesh, parce que justement, c'était lié à l'objectif même d'AMEB, de l'association AMEB, c'est d'aider la communauté Rohingya. Et il se trouve que les Rohingyas,
ils sont pour la grande majorité réfugiés au Bangladesh, qui est limitrophe à la Birmanie, qui les a chassés. Donc, si tu veux, ils se sont retrouvés là par la force des choses, parce qu'ils sont dans la, si tu veux, dans la frontière. Ils ont été chassés par l'armée birmane, qui ont, comme je t'ai dit, subi toutes sortes de violences. On parle de génocide, on parle de exactions, de tueries de masse. On parle de viols de femmes de manière quasi industrielle. Des militaires qui violent des Rohingyas. Enfin, en fait, c'est à la fois une islamophobie exacerbée, c'est à la fois un racisme institutionnel et ordinaire, parce que les Rohingyas sont plus foncés de peau, contrairement à la majorité de Birmans qui sont eux blancs de peau. Et donc il y a aussi si tu veux, c'est un peu le système de caste, un peu comme en Inde. Plus tu es blanc, mieux c'est pour toi. Tu vois. Et puis les Rohingyas se trouve que c'est une population qui est issue en fait d'un mélange de descendants arabo-indiens qui sont convertis au 10e, 11e siècle et qui se sont installés là-dedans. Donc si tu veux, les frontières telles qu'elles sont dessinées aujourd'hui entre la Birmanie et le Bangladesh, c'était pas du tout comme ça il y a quelques années. C'était un territoire qui est étendu. On parle d'un royaume qui s'appelle le royaume d'Arakan, donc c'est Rohingya, et qui était dirigé par un roi musulman. À cause de la colonisation anglaise, qui a laissé des traces, encore une fois, pas qu'au Maghreb, pas qu'en Afrique, mais aussi en Asie. Et donc cette colonisation anglaise a, si tu veux, divisé les populations qui étaient là. Entre les Indiens, les Indo-Bengalis d'un côté, sous la géole des colonisateurs anglais, et de l'autre côté, vous avez les populations chinoises soutenues par le Japon et la Chine. Et tu as ces grandes puissances coloniales qui s'affrontent sur le terrain en appliquant ces populations qui travaillaient dans leur champ de travail forcé. Donc les Rohingyas travaillaient comme esclaves quasiment chez les colons anglais pour faire face justement à ce royaume en face qui est la Chine et ses soutiens japonais de l'époque. On parle là je te parle des débuts 1900 du XXe siècle. Et donc il y avait, si tu veux, un mouvement nationaliste en Birmanie qui faisait face en fait à la colonisation anglaise. Et donc, quand il y a eu l'indépendance en 1948 de la Birmanie, les Rohingyas qui étaient là étaient perçus comme des traîtres de la nation parce qu'ils ont collaboré, soi-disant, avec les Anglais. Et donc, du coup, ils ont été stigmatisés dans les années 50-60, à tel point qu'il y a eu un coup d'État en 1962, je crois, par le général Ne Win, qui est un général de l'armée birmane, et qui a fait passer justement les Rohingyas comme étant des traîtres de la nation, comme étant des gens qui ont collaboré avec le colonisateur. Tout ça pour favoriser, si tu veux, ce mouvement nationaliste qui apparaissait à l'époque et dont on va faire, qui va faire naître, si tu veux, une figure importante qui est le père de Aung San Suu Kyi, qui est l'ancienne présidente de la Birmanie, donc la fameuse prix Nobel de la paix. Et donc son père était un des artisans de l'indépendance et qui a participé justement à cette mise en lumière de ces traîtres de la nation qu'on appelle les Rohingyas, qui souffraient, encore une fois, eux, non seulement de leur couleur de peau, mais aussi du manque de figures importantes qui parlaient en leur nom, qui les défendaient, parce ils ont toujours été maintenus dans l'analphabétisation, donc ils n'avaient pas du tout de leader. Et jusqu'à aujourd'hui, encore, les Rohingyas souffrent encore de cette représentativité par des leaders. Et voilà, donc non seulement donc le problème de l'islamophobie n'est venu que plus tard, que dans les années 80. Donc c'est pour ça que je dis attention quand on parle des Rohingyas, c'est ça. Mais à l'origine, c'était des traîtres de la nation, comme on dit. Et ensuite, s'ajoute ce problème de racisme ordinaire, de couleur de peau. Et si tu veux, pour les stigmatiser encore plus, si tu veux, tu as des mouvements nationalistes et bouddhistes. Et c'est pour ça que je souligne sur ça, parce que le bouddhisme, on a toujours entendu que le bouddhisme c'est une religion de paix, d'amour, etc. C'est effectivement le cas. Mais il ne faut pas oublier que le bouddhisme birman est totalement différent. Il est très nationalisé, très national, qui a une empreinte nationale. C'est pour ça que je dis toujours que la problématique de Rohingya, elle fait face à un double problème.
il y a une combinaison entre le pouvoir politique d'un côté, qui est représenté par la junte militaire birmane, et le pouvoir religieux de l'autre côté, qui est représenté par les moines, ces fameux moines sulfureux qui propagent des discours de haine, dont le fameux Hasim Wiratu, qui est très connu, qu'on appelle le Ben Laden birman d'ailleurs. Le New York Times avait fait la une de ce problématique personnage, qui est appelé justement à génocider, à tuer des Rohingyas parce qu'ils vont toute l'islamophobie, enfin toute la propagande islamophobe classique, ils vont épouser nos femmes, ils vont islamiser ils vont nous changer notre religion. Donc si tu veux, c'est pour ça que j'appelle ça une combinaison qui est donc, le pouvoir politique qui soutient, si tu veux, ce genre de discours, qui les sponsorise et qui les diffuse face à une population birmane qui est livrée à elle-même. Et donc on assiste, si tu veux, à une propagande étatique jusqu'à même dans les systèmes éducatifs birmans, où on apprend à un petit birman, les birmans sont bouddhistes, hein, pour rappel, on leur apprend que votre ennemi, c'est le Rohingya, c'est ce musulman, c'est donc très jeunes, ils apprennent ce discours un peu de haine. Et c'est pour ça que je dis que ce problème est extrêmement complexe à régler. D'ailleurs, les Rohingyas, on les appelle les Palestiniens d'Asie, parce qu'ils ont à peu près la même problématique. Et c'est tout un gigantesque problème qu'il va falloir en fait résoudre, il est très complexe à résoudre. Et donc voilà, donc dans les années 80, en 1982 plus exactement, le pouvoir politique, la junte militaire, a décidé de leur ôter la nationalité. Et du coup, ils deviennent apatrides. Alors, c'est très ingénieux. C'est même pire. Je dirais, c'est une politique de diabolisation en fait, méticuleuse. Alors, pourquoi on a enlevé la nationalité à ces gens-là? D'abord pour leur ôter cette identité, qui font partie intégrante du tissu et de la mosaïque ethnique de la Birmanie, qui, je rappelle, est composée de 135 ethnies différentes. Il n'y a pas que des bouddhistes, il y a aussi des chrétiens, des animistes, etc. C'est aussi une orchestration juridique, parce que pour pouvoir mettre en place ces génocides, ce nettoyage ethnique, on a d'abord commencé par ôter la nationalité à ces gens, qui deviennent du jour au lendemain comme des meubles. C'est-à-dire que quand on tue un Rohingya, c'est comme si vous tuez un chien, voilà, c'est pas un être humain. Vous n'êtes pas attaquable en justice. Parce que pour attaquer en justice, une victime doit avoir une personnalité juridique, physique. Voilà. Il n'existe pas. Donc tu tues un Rohingya, t'es pas tranquille. Donc c'est pour ça, la Birmanie a réussi la junte militaire a réussi à transférer la violence aux simples citoyens sans qu'ils s'inquiètent. C'est pour ça qu'on a vu énormément de vidéos circuler sur Internet à l'époque en 2012-2013, des gens qui, voilà, dans la rue, ont fait la chasse aux musulmans dans les rues, sans que l'ordre, sans que les militaires ou la police n'interviennent. Et pire que ça, les pouvoirs religieux soutiennent cette action. C'est un peu comme le djihad birman, si tu veux. C'est un peu comme une guerre sainte pour eux, qui est légitimée aussi par le facteur. Donc il n'y a même pas cette conscience religieuse ou en tout cas les valeurs bouddhistes qui sont complètement mises de côté. Et là, on est là pour sauver la race birmane. Et d'ailleurs, ce qui est fou dans l'histoire, c'est que la Birmanie, en fait, est une autocratie. Elle a réussi, en fait, à inscrire, en fait, la religion comme étant un critère même de la citoyenneté birmane. C'est-à-dire que si tu ne peux pas être birman si tu n'es pas bouddhiste. D'accord. Tu vois? C'est un peu comme certains États, un peu comme qui inscrivent un état exclusif, un état de une religion unique. Ouais. Un peu comme l'Iran, comme ce que veut faire Israël aussi. Donc voilà, tu ne peux pas faire partie de cette ethnie si tu n'es pas de cette religion. Et c'est tout le drame de cette histoire. Les Rohingyas, ils n'ont jamais bougé de leur place. Aujourd'hui, ils crient leur injustice face à ceux qui veulent l'entendre. L'ONU aujourd'hui, c'est le dernier de ces soucis, parce qu'aujourd'hui, les malheurs dans le monde et les crises humanitaires et politiques dans le monde, ça ne manque pas. Il y a la Palestine, il y a la Syrie, il y a le Yémen, il y a le Cachemire, il y a le Congo, il y a la Centrafrique, il y a énormément de problématiques. Donc, dans la prioritisation des problématiques dans le monde, qu'est-ce qu'on fait derrière? Et puis vous avez en plus de ça un facteur extrêmement important, c'est l'intérêt de la communauté internationale à défendre telle ou telle cause. Est-ce qu'il y a des enjeux économiques dedans? Les Rohingyas, les seuls enjeux, il n'y a rien à gagner pour l'Occident, il n'y a rien à gagner. Le seul pays pour qui ça compte vraiment, c'est la Chine.
parce que le projet même de déplacer les Rohingyas, ça vient du fait que la Chine veut, si tu veux, il y a un projet de pipeline pour faire passer le pétrole et le gaz au travers la mer d'Andaman qui malheureusement se trouve sur la côte où se trouvaient les Rohingyas, ce fameux État d'Arakan. Et donc, il y a tout un projet de faire passer ces pipelines dans ce territoire-là. Donc, c'est pour ça qu'on a fait... la junte birmane a commencé un nettoyage ethnique pour pouvoir déplacer des populations. D'ailleurs, on les appelle les populations déplacées, internes. Il y a un terme que l'ONU définit aussi dans ce terme. Et donc voilà, donc la Chine protège et militarise l'armée birmane. Et c'est d'ailleurs, encore une fois, le drame de cette histoire aussi, c'est que on a un système qui s'appelle l'ONU. On a une organisation mondiale qui est censée gérer les problématiques du monde, sauf que il y a des points de blocage. Et parmi ces points de blocage, c'est ce fameux veto. Le veto qu'on a donné à certaines puissances internationales, comme la Chine, comme la France, comme les États-Unis et autres. Certains pays comme ça, qui ont un pouvoir de dire non, oui ou non, en fonction de leurs enjeux et intérêts stratégiques. Donc, comme ce sont de grands pôles, de grandes puissances dont les intérêts convergent complètement, ou en tout cas divergent complètement, pardon, eh ben, les problèmes du monde ne se régleront jamais. Parce que si ce n'est pas soutenu par la Chine, ça sera soutenu par la face adverse, les États-Unis, qui vont aussi mettre leur coup de veto. Donc en fait, que ça soit le problème de la Syrie, le Yémen ou autre, vous avez toujours un pays qui est dont les intérêts divergent avec la partie adverse. Donc toutes les sanctions qu'on colle à la Birmanie à juste titre sont annulées ou sont détruites, si tu veux, par ces vétos, qui est un moyen antidémocratique et qui, pour moi, explique toute l'inaction de la communauté internationale. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut, la communauté internationale doit travailler, doit faire pression en tout cas pour enlever ce moyen antidémocratique qui détruit en fait parfois au détriment des vies humaines. Voilà. Et donc là, quand t'es arrivé à Dakar, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que vous aviez préparé comme première action? Ça a été quoi ta première action concrète? Oui, alors donc on se déplace de Dakar on va vers une ville qui s'appelle Cox's Bazar, qui est la principale ville qui est frontalière avec la Birmanie, et à quelques kilomètres de là se trouvent les plus grands camps de réfugiés au monde, où se trouvent 1,7 million de Rohingyas qui ont fui la Birmanie à cause de ces violences. Et le plus grand exode, le dernier grand exode, date de 2017, septembre 2017. Je sais pas si vous vous rappelez, on a tous entendu parler des Rohingyas pour la plupart pendant cette période, parce qu'il y a eu entre 800 000 et 900 000 Rohingyas qui ont fui leur région, leurs habitations du jour au lendemain, chassés par les Birmans, qui tirent comme ça, de manière complètement hasardeuse sur des populations. Et c'est pour la plupart des gens découvrent les Rohingyas comme ça. Et puis les Français surtout ne connaissaient pas aussi cette problématique, pas plus que les Anglais par exemple. Et ça aussi c'est une raison qui explique que les Français ne connaissent pas la problématique des Rohingyas. C'est aussi un problème qui est lié à la proximité, si tu veux, des anciennes pays, colonies. On est plus au fait, au courant de ce qui se passe, par exemple, dans les pays africains où la France a été une fois présente, que ce qui se passe dans les pays dans les colonies anglaises. Vous allez en Angleterre, tout le monde connaît le problème des Rohingyas, mais ils connaissent pas le problème de Centrafrique, par exemple. Ils connaissent moins. Donc il y a aussi cette différence-là. Donc on arrive là-bas, on rentre dans les camps. Évidemment, il y a tout un plusieurs obstacles, je dirais, administratifs, etc. Oublions pas que c'est quand même le Bangladesh, un des pays les plus corrompus du monde. Donc pour arriver à rentrer dans les camps, il vous faut une patience de fou. Ouais. Et donc plusieurs barrages, parce que à l'époque on était, comme je dis, on était parmi les premiers. Les Bengalis n'étaient pas encore
prêts, si tu veux, à accueillir un afflux d'associations. Et donc, du coup, ils étaient en train de s'organiser, etc. Donc, on arrive dans des camps. Et là, pour la première fois de ma vie, pour moi, je rentre dans un camp. Un camp, c'est une sorte de ce qu'on appelle des camps de concentration. C'est-à-dire, on concentre des gens, des milliers de personnes, qui vont derrière manquer de tout ce qui est nécessaire pour une vie décente. C'est-à-dire, on mange pas à leur faim. Il y a une scolarisation quasiment proche du zéro. Des maladies qui se propagent partout. Une moyenne d'âge qui est au plus bas parmi le monde. Et à 47 ans, ça y est, personne est quasiment proche de la tombe que de son avenir, on va dire. Et ce sont des gens qui ont subi des traumas, des génocides, des traumas, des tueries, etc., qui ont tous quelqu'un de leur famille qui a été tué devant leurs yeux, etc. Et donc là, d'une maison à une autre, enfin des abris, on entend des histoires incroyables. Et c'est là où on sent en fait cette réalité plus proche de soi. Et évidemment, quand vous êtes en face de ces gens-là, bah forcément, ça va encore plus vous donner une sorte de force, on va dire, pour agir. Et de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai une responsabilité, j'ai écouté ce qui se passe, j'ai vu ce qui se passe, et j'ai écouté des histoires. Et je sens une dette, en fait, envers eux. Et quand je retourne en France, bah, j'essaierai de transmettre ce message pour pouvoir toucher le maximum du monde et pouvoir être une pierre, en fait, à cet édifice d'entraide. Et on a mis en place un certain nombre d'actions. On a fait des distributions alimentaires à plusieurs milliers de personnes. On a construit des abris, plusieurs centaines d'abris. On a construit même un village entier pour les Rohingyas, pour les Rohingyas qui arrivaient à l'époque de la Birmanie, qui dormaient dans des tentes. Donc on a construit des abris, des puits, plusieurs centaines de puits, des sanitaires, des ponts, des écoles, des orphelinats. On a vraiment fait quasiment de tout. Et tout ça, cette action a duré plusieurs années. Et donc, on a tissé des liens avec les Bengalis et aussi les Rohingyas. On a appris à connaître un petit peu leurs besoins, leurs perspectives d'avenir, leurs problématiques, encore une fois, parce qu'on n'oublie pas qu'on est d'abord des militants avant des humanitaires. Et on se sent beaucoup plus à l'aise à parler, à défendre cette communauté et à être engagé pleinement, en fait, là-dedans. Parce que quand vous êtes plus proche de cette population, forcément, vous avez cette dette morale pour pouvoir, pour être le vecteur de leur avenir. Et je prétends pas être le sauveur de cette nation, loin de là, mais j'ai cette dette, si tu veux, morale, de devoir aider à ce qu'on rétablisse un avenir sain et décent pour cette population. Et c'est pour ça, je crie tout le temps, attention, les Rohingyas avant qu'ils aient besoin de quoi manger, ils vous ont pas attendu, ça fait plusieurs décennies qu'ils souffrent. Ils ont d'abord besoin d'une voix. Et c'est ce qu'ils me disent quand on les rencontre. Quand je rencontre des figures importantes là-bas, on me dit, Nordine, toi et ton équipe, merci pour ce que vous nous faites pour nous, mais on veut d'abord que vous portiez cette voix pour créer notre injustice. Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver nos terres, c'est retrouver notre pays, la Birmanie, qu'on retrouve notre nationalité, notre dignité. C'est tout ça dont ils ont besoin. Et pour le faire, il y a un combat politique à mener, il y a un combat juridique à mener, il y a un combat de communication à mener. Donc c'est tout ça que aujourd'hui je dénonce, mais en tout cas je crie pour que d'autres acteurs puissent faire. Ouais, c'est ça. Pour créer un vrai poids de lobby, je dirais. Hormis les Rohingyas, tu as fait d'autres projets associatifs dans le monde? Oui, bien sûr. En fait, les Rohingyas, c'est un début de l'histoire pour moi. J'ai été en Turquie pendant le séisme. 2023, je crois. Ouais, 2023. Alors, pour moi, c'est une histoire, on va dire, où j'ai reçu des chocs, on va dire, des chocs psychologiques. Parce que pour la première fois de ma vie, je fais face à des corps déchiquetés, des gens mourants parfois, des corps, en fait, des bras, des morceaux de corps humains un peu partout. Où j'étais directement en fait dans les opérations. Je faisais partie des opérations de sauvetage en collaboration avec une association turque étatique qui nous a aidé en fait à entrer dans ce terrain qui était très difficile en tout cas. On est arrivé à 5 jours après le séisme. Alors là, c'est quand même
une des images que je retiendrai, c'est qu'on arrive dans une ville qui est complètement détruite à 80%. Une grande ville, totalement rasée, plusieurs centaines de milliers de morts, partout où vous allez, dans n'importe quelle rue. Il faut vraiment imaginer une sorte d'apocalypse gigantesque. Vous êtes au milieu, il n'y a plus que des humanitaires sur place, des militaires. Et toute la population a été, enfin pour ceux qui restent, a été déplacée dans des villes voisines. Donc vous êtes face à un chantier de cadavres interminable. Et on recevait des instructions de la sécurité civile turque qui organisait en fait l'action. Et donc on faisait partie d'une unité avec mon association, avec mes collègues. Je suis parti avec un médecin, Anas, je lui passe le bonjour, qui est un médecin de l'association d'origine algérienne, qui a été une des personnes qui a répondu présent en fait quand j'avais fait ce voyage-là. Et en fait, on a été la journée, on s'occupait des distributions alimentaires pour aider un petit peu les gens, pour réhabiliter des tentes. Donc ça a été pendant plusieurs jours. Et le soir, on allait dans des sites précis, dans des complexes, par exemple, de cités, ou d'habitations qui sont tombés, où on nous dit, voilà, ici, il y a 700 personnes qui sont sur les décombres. Il va falloir sortir ceux qui sont encore vivants ou parfois sortir simplement des corps et de pouvoir. Alors l'opération est très complexe, c'est-à-dire quand on va creuser, donc on va aller chercher avec les peu de moyens qu'on avait, et dès qu'on voyait des semblants de restes, ce qui semble être des corps humains, une tête, un bras, etc., on le signalait à 2-3 responsables qui sont chargés de creuser avec des pelleteuses, etc., de manière très très méthodique, parce que le moindre truc, on peut d'abord, s'ils sont déjà vivants, eux-mêmes, il y a aussi une dignité aussi du corps humain qui est sacré, qu'on doit respecter. Il y a même aussi parfois des colonnes d'habitation, des colonnes de bâtiments qui sont pas encore tombées, donc le moindre truc va tomber dessus. Donc, je me suis vraiment retrouvé au milieu de tout ça, avec mon casque, avec mon truc, etc., en plein milieu de la nuit, hein, pendant des heures et des heures. Donc, je participais à déplacer des corps. Et c'est là où je dis, mon cerveau, à un moment donné, il commence à péter un plomb en se disant, mais c'est une dinguerie, ce que j'ai en face de moi, j'ai des gens qui sont, certains sont pas habillés, d'autres qui sont dans leur pyjama, donc ils étaient en train de dormir, ces gens-là. C'était à 4 heures du matin, ce drame. Et en fait, je me rappelle, j'avais pris un corps d'une personne qui pesait facile 100 kilos, et était extrêmement lourd, parce que quand on perd la vie, on devient encore plus lourd. Et donc j'étais avec 2-3 collègues, et on avait du mal à le déplacer, et on avait ramené un sac, et ce sac, on devait le mettre à l'intérieur. Sauf qu'il était plus grand, monsieur il mesure au moins 1m90 facile, il ne rentrait pas dans ce sac. Et moi, j'étais au niveau de sa tête. Donc à un moment donné, mon collègue turc, il me disait, faut que tu tordes sa tête pour qu'il puisse rentrer. Et donc moi, j'arrivais pas à faire ça. Et à un moment donné, tu vois, on éteint la raison, et on devient comme une machine. Et parce que on pense à l'objectif, à la tâche, point à la ligne. Donc on met de côté ses émotions. Et pour moi, je sens encore, si tu veux, enfin, il y avait de la poussière, de la caillasse dans sa bouche, enfin, bref. Donc on arrive à le faire rentrer. Et après, ensuite, on le ferme, et là commence l'identification. Il y a une deuxième équipe qui va s'occuper, en fait, de l'identification de la personne. Alors, on connaît ni son prénom, ni son âge, mais on doit donner un petit peu ce qu'on arrive à voir. À peu près son âge, de quel sexe, les particularités physiques. Parce qu'après, ces gens-là, enfin, toutes ces victimes, ces corps, sont ensuite emmenés dans des hangars où ils sont rangés par sexe, par genre, etc. Parce que derrière, les familles auront pourront les identifier facilement. Et voilà, et j'en passe. Il y avait une quarantaine de victimes que j'avais vues comme ça, et dont une personne qui était mourante. C'est pour moi l'image qui me reste encore dans la tête. Voilà, c'était vraiment, pour moi, c'était un choc. C'est un choc que j'avais dissimulé, si tu veux, parce qu'il fallait à un moment donné agir. Et quand on est dans l'action, on peut pas. Et après ça, quelques jours après, je me retrouve en Syrie, et qui a aussi subi ce séisme qui était extrêmement violent. Et pour rentrer en Syrie, c'était complexe, parce qu'on était encore sous le régime de Bachar déjà, sauf que la partie nord de la Syrie est contrôlée par les rebelles et les opposants au régime. Donc les opposants du régime de Bachar sont soutenus par la Turquie, qui fait à peu près ce qu'elle veut. Okay. C'est-à-dire que c'est eux qui contrôlent les points de frontière. On nous a confisqué nos passeports, et on est rentré par le nord de la Turquie, escorté par une association, et escorté par des militaires.
on avait interdiction de sortir le portable et on devait on était allé près de la ville de Idlib et on avait longé un petit peu Alep aussi, qui était sous les mains du régime de Bachar el-Assad. Donc on pouvait pas entrer parce que voilà, sinon on allait nous buter tout simplement. Donc on entendait encore des feux et tout, des coups de feu. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'est la manière dont il parlait de ça de manière totalement détachée, comme si c'était normal, tu vois. Des coups de feu, tac, tac. Je dis, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est des coups de feu. Ah ouais? Oh ouais, ça, c'était tous les jours. Et tu te dis, ouais, c'est quand même, je vis dans un monde incroyable. J'étais dans un camp, d'ailleurs une vidéo que j'avais publiée avec des Syriens que j'avais rencontrés là-bas, qui étaient extrêmement contents de l'aide qu'on leur apportait, parce qu'on apportait une aide aussi alimentaire à l'époque pour ces sinistrés de séisme dans un pays qui est en guerre. Donc il fait face à plusieurs problématiques. Donc et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure à ton collègue. Je disais que moi, le point commun que je trouve en fait entre toutes les misères, toutes les crises dans le monde, c'est que malgré tout, il y a une vie au milieu de ce chaos, au milieu de cette misère, il y a une vie. Il y a des gens qui ont une part de bonheur en fait dans ce chaos. Il y a une part de tristesse, un peu comme tout le monde. C'est qu'ils arrivent à vivre malgré tout. C'est que le corps humain il est incroyable. Il arrive à un moment donné s'adapter aux défis qui l'entourent. Qu'on soit, évidemment, il y a un temps d'adaptation. On passe toujours par un processus de choc inévitable où on est choqué, où on a un pic d'émotion incroyable. Et au bout d'un moment, on relativise par la force des choses. Et c'est ce qu'ils ont. Ces gens-là, c'est pas ils ont déjà vécu tout ce travail. Il y a des gens qui n'en sortent jamais, qui sont choqués à vie, d'autres qui arrivent. Et en fait, ils étaient comme ça, souriants, etc., de ce qu'ils reçoivent. Et peu de temps après, je vais aller en fait dans certaines tentes, et pareil, je tombe sur une famille qui m'a profondément marqué. C'est une mère de famille qui a perdu son mari dans les combats, qui a 7 enfants, tous handicapés. Et pas n'importe quel handicap, c'est un handicap mental. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des enfants entre 6 ans et 14 ans qui sont complètement livrés à eux-mêmes, qui n'arrivent pas, qui sont pas autonomes, qui ont des... Alors, j'avais un médecin avec moi qui me disait que c'était extrêmement grave. Il me dit, je sais même pas comment elle fait cette dame-là pour supporter ces 7 enfants dans une tente avec toute la misère qu'il y a derrière, des gens qui sont... à qui on a tout enlevé, et puis dont le mari a été tué. Donc, imagine la pression psychologique que cette dame a, et puis quand elle nous voyait, elle a l'impression qu'elle va être sauvée, et c'est ça qui est frustrant pour moi, parce que je sais pertinemment que je pourrais rien faire de plus, à part leur prodiguer des soins grâce aux médecins qu'on apporte, leur donner un répit, on va dire, périodique, grâce aux dons qu'on reçoit, mais je peux pas faire plus. Et en fait, en partant, en fait, ils mettent dans tes doigts ou dans tes mains tout leur espoir d'une vie entre tes mains. Et c'est ça qui est dur quand on prend l'avion de retour, tu vois, t'as tout ça qui revient. J'ai plein d'images comme ça. Il y a une image aussi dont je me rappelle en Birmanie, où j'étais avec un collègue. C'est très particulier la Birmanie, c'est un pays extrêmement dangereux pour les humanitaires, et j'ai subi plusieurs intimidations de la part des groupuscules racistes, xénophobes, islamophobes d'un groupe qui s'appelle 969, qui est un groupe raciste, anti-Rohingya, et ils savaient que quand on voyait des étrangers, ils savaient que c'était pour les Rohingyas. Donc voilà, on a été bousculés, insultés, tout ce que tu veux. Et si tu veux, on s'est retrouvé dans un camp où on devait faire une distribution sauvage. Sauvage, c'est-à-dire qu'il n'est pas déclaré, parce que l'État n'autorise pas, justement. Et donc on devait faire ça rapidement. Donc on a fait ça de manière comme si on distribuait de la cocaïne, tu vois, alors que c'est des sacs sauf que c'est interdit, tu vois, tu peux aller en prison avec ça. Et quand on donnait Djibril, on était 2, hein, et il restait 2 sacs dans le camion. On en distribuait des milliers. Et imagine une meute de personnes en face de toi, tu dois faire ça en même pas 1 heure, c'est de la folie. Pour les organisations, les organisateurs, enfin les humanitaires, ils savent que c'est extrêmement compliqué. Ils risquaient parfois. Et ben, il restait 2 sacs, et c'était, mon collègue me disait, ouais, mais c'est pour le chauffeur et sa famille, qui est lui-même aussi pauvre. Et il y avait une vieille dame qui s'approchait, parce qu'elle était vieille, elle a mis du temps à arriver.
par rapport aux autres. Il était vraiment, peut-être 70 ans, mais qui en a l'air 100 ans. Hein. Et qu'en fait, qui s'accroche comme ça sur le camion. On était dans le pick-up en train de partir, parce qu'il faut quitter les camps à 1h, à 16h, il faut sortir, sinon c'est les militaires qui viennent chercher. Et je disais au gars, à mon collègue, il faut qu'on lui donne quelque chose. Il me dit non, c'est pour c'est pour le chauffeur et sa famille. On lui a promis. J'ai dit mais j'en ai rien à foutre. Ça, on verra ça plus tard avec le chauffeur. Il faut qu'on lui donne tout de suite. Et si on restait là, eh ben c'est d'autres personnes qui vont arriver et il fallait quitter vite. Donc il a compris, hein, mon collègue, que j'allais pas lâcher l'affaire. Donc du coup, on a pris le sac, on l'a jeté. Et j'avais peut-être un billet sur moi, etc. Je l'ai donné à un petit jeune qui était là. J'ai dit tu l'aides, cette dame-là, tu l'aides parce qu'elle peut pas porter un sac de 30 kilos, je sais plus combien, avec plein de trucs. Et en fait, cette dame-là, quand elle attrapait si tu veux, le camion comme ça, elle te regarde comme ça. C'est toute l'expression en fait de la misère et de la détresse et désespoir dans ses yeux. Qui là encore, il t'a 30 secondes pour prendre une décision à peine. Soit tu restes et tu te fais il y a un risque incroyable. Et c'est des petits flashs comme ça un peu partout que j'ai vécu. Heureusement que je retiens pas tout. Mais voilà, ce sont des histoires en fait qui te marquent en fait ta vie. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, ça fait peut-être 13-14 ans que je suis dans l'humanitaire. Et c'est grâce à ce genre d'histoire qui marque en fait une vie et qui ancre cette vocation d'humanitaire et d'être utile en fait à sa communauté qui nous fait vivre. D'accord. Et en off, tu m'avais parlé du projet de construire un hôpital là-bas. Ouais. Tu peux nous raconter l'histoire de ce projet? Bien sûr. Alors ça se passait en 2019, juste avant le corona, dans le cadre d'une énième opération qu'on a faite au Bangladesh, dans les camps. Je décide de partir avec certains collègues dans Mohamed Konanta, dans un médecin d'origine algérienne qui s'appelle Yassine Al-Shbat, que je salue, et qui a eu la gentillesse de nous accompagner pour pouvoir prodiguer des soins, parce qu'on a constaté que au-delà de la misère, il y a aussi un déficit de soins qui est quasiment absent dans les camps. Et on s'est dit, c'est une bonne idée d'aller emmener un médecin avec nous pour pouvoir faire un diagnostic, un état des lieux en fait de la santé mentale et de la santé physique de ces personnes. Et on a commencé dans un orphelinat au Bangladesh. Et ce sont des Bengalis, hein, encore une fois. Et dans cet orphelinat, c'est un orphelinat des filles, où il y a plusieurs milliers de personnes. Donc il y a plus de 1200 filles, que des filles, toutes orphelines. Et on arrive dans cet orphelinat, c'était un premier contact avec cet orphelinat, avec qui on a loué des liens depuis, hein, ça fait 6-7 ans maintenant. Et on a organisé un camp médical avec ce médecin et on a prodigué des soins comme ça. Et en fait, on a constaté que donc le médecin, on a organisé en fait une ligne, une queue de filles qui arrivent une par une. Et j'assistais en fait, si tu veux, ce médecin à lui donner en fait, à préparer des ordonnances, en organisant chaque rangée de filles par âge, etc. Parfois, on est aidé aussi par l'équipe du staff de l'école qui par exemple, distinguait ou sélectionnait certains cas graves qui étaient connus dans cet orphelinat. Et à 80%, je dirais 2 fois sur 3, la personne est malade. C'est énorme. Ça veut dire qu'on est quand même dans un établissement clos, un orphelinat, où elles se transmettent des maladies tous les jours. Il y avait de la gale, il y avait toutes sortes. Il y avait ça va de la simple otite qui peut parfois provoquer une perte d'audition. Ça va des problèmes des yeux qui peuvent aussi, s'ils sont pas soignés, provoquer une perte de vue. Ou des choses extrêmement graves comme ça. Ou des problèmes parfois il y a des cancers, il y a des tumeurs, enfin, il y avait de tout. Et là, c'est là où on se regarde tous, on se dit, mais c'est pas possible, quand même. Parce que aller chez un médecin, c'est un luxe. C'est un luxe au Bangladesh. Et donc, on a fait ça pendant 3 jours. Donc, t'imagines, il y a plus de 1000 ordonnances par jour. C'est du jamais vu. J'ai jamais fait ça. Le médecin qui était avec moi était extrêmement choqué aussi de voir cette action. Et c'était une de nos plus belles actions, en tout cas, qu'on a fait sur le terrain. Parce que, au-delà de donner des ordonnances, on a accompli tout le process. C'est-à-dire, derrière, on est allé chercher des médicaments,
plusieurs stocks de médicaments à l'orphelinat, on a distribué, on est parti dans un autre village, on a fait la même chose. Il y a des villages, on est parti viser un village, il y a d'autres villages voisins qui entendent qu'il y a des médecins, donc tu vois, ils viennent tous. Donc on a organisé ça et on a même financé des opérations pour des cas extrêmement graves. On a chargé notre équipe locale, etc. Et en fait, au retour de cette action, on réfléchissait avec Yacine et avec l'équipe de Hameb. On s'est dit, il va falloir qu'on fasse plus grand que ça. Il nous faut une structure médicale dans ce pays. Et que ça va être une structure médicale qui va être beaucoup plus importante parce que l'enjeu était extrêmement important. Mais ça va pas être une tâche facile. Parce que, encore une fois, le Bangladesh, c'est un pays corrompu. Et pour le moindre chose que vous pouvez faire, ça devient complexe. Et d'ailleurs, une des choses qui m'avait choqué aussi, c'est la cherté de l'immobilier dans ce pays. Ah ouais. C'est extrêmement cher, parce que ce problème de densité de population. Donc il y a énormément de population sur un mètre carré. Donc ce qui fait que très difficile de trouver des points, en fait des points de construction, sachant qu'on avait deux enjeux, c'est que cette structure médicale doit profiter aux deux populations locales, c'est-à-dire les Rohingyas, mais aussi les Bengalis. Pourquoi les Bengalis? Pour avoir la clémence administrative du pays d'accueil. Parce que vous imaginez bien que vous arrivez dans un pays pauvre, il ne va pas vous permettre d'aller construire un hôpital sans qu'ils en tirent un bénéfice, soit pour la population locale, soit pour eux-mêmes. Parce qu'il faut savoir que, ça c'est un truc que je mets en parenthèse, c'est parmi les choses qui m'a scandalisé en fait, après plusieurs années d'activité là-dedans, c'est qu'il y a l'activité humanitaire qui a provoqué ou qui a généré la présence des réfugiés Rohingyas au Bangladesh a provoqué ou a fait naître une activité économique autour de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un business qui s'est installé. C'est-à-dire que quand vous avez 1 million de personnes concentrées dans un camp, évidemment ça fait un appel d'air à toutes les associations du monde entier qui arrivent là. Ils vont donc avoir besoin d'acheter des denrées alimentaires et de la matière première pour construire dessus. Donc en fait, ça a dynamisé une économie locale à tel point que Cox's Bazar a été développé grâce à cette business de l'humanitaire. C'est quoi Cox's Bazar? Cox's Bazar, c'est la principale ville de cette région-là. Donc ça a vraiment fait participer, ou ça a généré de l'emploi pour les Bengalis, ça a généré une activité économique incroyable. On a refait des routes, l'ONU a investi également, etc. Et c'est pas ça le plus grave. Pour moi, ça c'est quelque chose, c'est le point positif, on dirait, de cette misère. Tu vois. Le point grave, c'est que des responsables politiques bengalis ont profité, si tu veux, de cette manne financière qui arrive de l'étranger pour créer tous des associations. Donc tu as un ministre, tu as un responsable, un haut fonctionnaire bengali qui crée son association pour pouvoir, absolument, parce que le Bangladesh t'impose, en tant qu'humanitaire étranger, d'être assisté, accompagné, d'être associé avec une association locale, qui va être, si tu veux, sauf que voilà, ils profitent de ça. Donc c'est pour ça, il y a comment dire, c'est vautour en fait de l'humanitaire qui a profité de tout. Et voilà, ça fait partie des choses malheureusement, qui sont inévitables. Donc en fait, pour revenir à l'histoire de l'hôpital, voilà, ça a été pour nous un objectif. Il y a un énorme projet sur lequel on s'est engagé, et c'est plusieurs milliers d'euros, c'est plus d'1 million d'euros ce projet, qui est colossal, qui est à niveau national. Et donc on a fait face à des défis on va dire, administratifs, des défis, on va dire, juridiques, parce que construire un hôpital, c'est pas comme construire un orphelinat. Donc il y a quand même des règles. Absolument, il y a plusieurs règles derrière à respecter dans un pays qui est extrêmement complexe à tous les niveaux. Et c'est ça sur lequel on travaille toujours. D'accord. Ouais. Et tu peux nous parler de tes interventions que tu avais fait en Algérie? Oui. Qui a donné suite à... Exactement. Alors, l'Algérie, après la Turquie et la Syrie, on a eu le Ramadan dernier, en 2024. On a décidé à cause du séisme qui a touché le Maroc, on a décidé un petit peu d'installer une antenne au Maroc. Et dans l'équipe de l'association Hameb, il y a évidemment plusieurs personnes de différentes sensibilités religieuses, ethniques, tout ce que tu veux. Et on a des Algériens, on a des Marocains, on a des Tunisiens, on a des Français, enfin des Français de souche, etc.
Et, après cette intervention au Maroc, on s'est dit qu'il est nécessaire aussi d'intervenir dans d'autres pays, notamment l'Algérie. Et un des buts premiers pour nous, c'était d'abord de tisser des liens en fait entre l'Algérie et le Maroc, en créant 2 antennes, une en Algérie, une au Maroc. Moi, je suis d'origine marocaine, donc j'arrive en Algérie, à Oran, dans un quartier populaire qui s'appelle Saint-Eugène, rue Maupas, pour ceux qui connaissent, en plein Ramadan. Et on met en place une action d'aide sociale et d'aide alimentaire à plus de 600 familles en 3-4 jours. Et ça a été une super expérience pour moi, parce que je découvre, si tu veux, une partie de l'Algérie qu'on connaît pas, et qui est merveilleuse, qui est quelque chose qui m'a marqué le plus, c'est l'accueil chaleureux des habitants qui nous accueillent dès qu'ils sachent qu'on est marocain. Et ils sont très contents parce qu'il y a tout un cadre humanitaire dans lequel on vient. Il y a déjà des bonnes bases d'introduction, on va dire, face à cette population. Et ça renforce un petit peu des liens. Donc ils t'invitent chez eux, tu regardes un petit peu et on parle un petit peu de nos traditions respectives, culinaires et autres. Et en fait, ça tisse des liens. Et ils remarquent tout de suite qu'en fait, il y a énormément de similitudes. En fait, ouais, exactement. On a même croisé des familles marocaines, dont les origines remontent au Maroc, etc. Et c'est extrêmement, je dirais, touchant d'un point de vue humain, et de dire en fait que il y a des choses qui sont plus importantes. Et malheureusement, aujourd'hui, on se concentre sur beaucoup de choses qui sont périphériques, bien que importantes aussi, qui touchent les 2 pays. Mais quand on va à la rencontre des gens, franchement, il y a des choses qui tombent. Quand on se regarde les yeux dans les yeux, il y a des choses qui transpercent. Ouais, exactement. Exactement. Et c'est ça que moi, à titre personnel, j'aimerais être de ces artisans en fait de paix entre ces 2 populations, qu'on dépasse un petit peu les enjeux, encore une fois bien importants pour la souveraineté de chaque pays, et travailler à notre échelle de favoriser ces liens qui vont peut-être avoir un impact au-dessus. Et après Oran, je me dirige 2-3 mois après à Alger, dans la capitale. Je retourne donc en Algérie, cette fois pour donner une conférence dans une université de médecine, toujours dans le cadre de ce projet d'hôpital avec le médecin qui m'avait invité à l'époque, Dr Yassine. Et c'était face à plusieurs centaines d'étudiants, où on devait expliquer en fait le rôle de l'humanitaire dans le monde médical. Et c'était dans ce contexte. Et pareil, j'ai été extrêmement bien accueilli, on m'a écouté de manière religieuse, je dirais. Et les gens, ils sont très touchés, si tu veux, par en tout cas la jeunesse est très touchée par ce don de soi, de voir peut-être des figures ou des personnes qui ont donné de leur temps de manière beaucoup plus investie que ce qu'on voit autour d'eux. Des gens engagés depuis plusieurs années qui ont voué une partie de leur vie à l'humanitaire ou à l'entraide. Et juste après cette conférence, ils viennent tous te voir en posant des questions. Et en fait, ça inspire. T'inspires inconsciemment énormément de gens autour de toi, et c'est ça qui fait plaisir. Moi, je me rappelle une fois, j'étais dans la région parisienne où je mangeais dans un restaurant vietnamien. Il y a une dame qui est venue me voir, je la connaissais pas du tout, et me dit: c'est toi, Nordine, de l'association AMEP? Je dis oui. Elle était avec ses enfants, tu vois. Et elle me dit, et elle se retourne vers ses enfants, elle me dit: bah voilà, tu te rappelles de lui, Nordine, qui va aider les gens, etc. Et les petits gamins me regardent comme ça, et je me dis: mais c'est une dinguerie. En fait, des fois, ton action est visible auprès de certaines personnes, et a un impact, tu vois. Et certains parents, ou même des personnes, s'en inspirent pour, si tu veux, faire perdurer, si tu veux, cette chose-là qui s'éteint dans un monde extrêmement égoïste, et surtout, de surcroît en Occident. Et je suis content de faire partie de ce maillon, si tu veux, même de manière inconsciente. Je dis pas que je suis la Mère Teresa ou l'abbé Pierre ou j'en sais qui, mais je constate en tout cas que ça peut inspirer certaines personnes, et pour ça, c'est aussi une fierté pour moi. Ouais, magnifique. Et là, il y a quelqu'un qui t'a remarqué.
Oui. Raconte-nous. Où ça? Si tu peux pas dire son nom, je dis pas. Je sais plus, il y en a plein. Quelqu'un qui veut t'aider financièrement pour aller à l'hôpital. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, alors là, c'était marrant parce que, en fait, j'avais donné une interview, j'avais participé à une émission de télévision dans une chaîne libanaise. D'accord. C'était en arabe littéraire. Fort heureusement, je maîtrise l'arabe littéraire. Et donc, c'était une interview avec ce médecin. Et on expliquait en fait notre expérience de terrain avec les Rohingyas, en étant respectivement algériens et marocains. Et on expliquait aussi ce projet d'hôpital, qui est, si tu veux, un projet phare et qui est très impactant socialement parlant et médicalement parlant. Et en expliquant ce projet, là, dans une chaîne arabe, on touche une autre population et une autre cible de donateurs. Quelques jours après, je me fais contacter par une secrétaire d'une dame qui me dit bonjour monsieur, je suis telle personne, je suis la secrétaire d'une personne, etc., qui voudrait participer et vous aider dans votre projet d'hôpital. Je dis ouais, très bien, super. Il me dit cette personne voudrait vous rencontrer à Paris. Je dis ok, très bien. Il me donne un rendez-vous, c'était en plein Ramadan. Ouais. Donc j'arrive, parce que moi je travaille aussi, hein, je fais ça bénévolement évidemment. Et j'arrive entre midi et deux à la place de la Bourse, dans un grand bureau. Et j'ai été reçu par ce monsieur, dont je vais pas dire le nom peut-être, mais en tout cas qui m'a reçu, qui fait et qui est en fait fondateur d'un grand groupe pharmaceutique en Algérie, parmi des personnes extrêmement riches, on va dire, du pays, et qui a, si tu veux, qui a cette volonté d'aider en fait une association. Il m'expliquait déjà qu'il faisait déjà des actions un peu partout en Chine, notamment, en aidant des populations un peu partout. C'est son fils aujourd'hui qui est le PDG de ce groupe, mais lui est fondateur, qui s'occupe des fondations, si tu veux, humanitaires. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'il m'a rencontré, donc il me posait plein de questions, parfois très personnelles, pour connaître personne. Et c'est là où je me dis, c'est quand même incroyable, une personne qui a une expérience dans le business, dans sa vie, qui a fait des choses incroyables, énormes, et qui te pose des questions déstabilisantes. T'es pas prêt pour ça. Moi, t'arrives en costard cravate, lui il est là en pyjama. Et en fait, ça m'a déstabilisé parce que moi, je me dis, dans ma tête, je me prépare à une ambiance, à un contexte. Et au final, il me dit, t'as combien de frères et sœurs? T'es marié? T'as des enfants? T'es de quelle origine? T'aimes bien ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? C'est des questions que tu prépares pas. Moi, je m'attendais à ce qu'on parle des choses sérieuses, de l'hôpital, tu vois. Et ok, donc je bafouille et tout. Et il prend une feuille, un stylo dans un grand bureau. Ok, super. Et en fait, je me dis, c'est très ingénieux, en tout cas, comme approche. Parce que derrière, tu casses un peu les codes directs quand tu as une rencontre, c'est plus humain, mais c'est surtout aussi, je pense, de ceux qui ont une âme de business. Ils ont compris que il y a une approche humaine à avoir avant même de commencer un business, pour qu'ils puissent se baser sur des bases saines et bases sincères. En cassant, si tu veux, ces codes conventionnels qu'on se dicte tous, et on rentre dans une approche beaucoup plus intimiste. Et je pense que c'est ça aussi qui a aidé à ce que la confiance s'installe entre nous. Et pour lui, ce qui est important, c'est d'abord, il a d'abord de l'argent à investir dans l'humanitaire, dans des actions et des œuvres caritatives. Et donc, il a besoin d'avoir des personnes de confiance en face de soi. Et il a besoin de percer, en fait, si tu veux, cette partie intime de chacun, des acteurs, des futurs acteurs avec qui il va travailler. Et c'est pour ça, je pense, qu'il posait ce genre de questions. Et ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que quand on rentre dans le vif du sujet, il a surtout besoin d'avoir des personnes qui sont câblées, comme on dit, qui sont équilibrées, psychologiquement, socialement. Ils savent de quoi ils parlent quand ils parlent d'un projet. Voilà. Quand ils parlent d'un projet d'hôpital, ils te posent des questions techniques. Pour savoir, c'est quand même un projet d'hôpital. C'est ça, un projet d'hôpital, c'est plus d'1 million d'euros, et c'est que j'ai pas des kilos en face de moi. Donc quand ils posent des questions comme ça, il s'attend à un récit cohérent, exactement, à ce qu'on lui donne des garanties, si tu veux, à la fois des garanties légales, administratives, et fort heureusement, j'étais accompagné d'une bonne équipe. Donc on a organisé un deuxième rendez-vous avec
des collègues à lui, enfin des donateurs importants. On organise une conférence avec un collègue à l'époque de l'association AMEB et aussi de Dr Yacine qui était en duplex avec nous, qui était aux États-Unis. Et donc du coup, on parle, on lui donne, on lui montre aussi, en tout cas qu'à la fois on sait gérer la gestion technique et de la gestion projet classique, mais aussi on a des compétences médicales représentées par par Yacine qui a cette expérience, on va dire, dans le médical et qui peut garantir en fait tout le déroulé médico-technique des équipes qu'on va mettre en place, des unités médicales qu'on a prévues, toute la structure et l'organisation médicale qu'on va mettre en place, etc. Donc tout ce discours-là rassure un petit peu ces investisseurs de manière un peu plus stricte. Donc voilà, donc on a et après il m'a invité un an après à Alger dans mon deuxième voyage en Algérie et il m'a reçu chez lui. Encore une fois, on a parlé de différents sujets et voilà, ça fait partie des rencontres un peu insolites que j'ai eues dans ma vie. Magnifique. Et là, aujourd'hui, c'est quoi tes actualités, que ce soit avec l'association, enfin, avec le collectif AMEB ou autre dans l'associatif? Alors, évidemment, l'actualité est... Alors, je continue à faire toujours des actions un peu partout. On a d'autres pays à explorer aussi. J'ai pour projet d'explorer des pays comme le Népal, comme l'Afghanistan, etc. Voilà, tout est à l'étude en ce moment. On a des actions classiques qui reviennent chaque année pendant le Ramadan, par exemple, qui arrivent prochainement. On a des projets qu'on a mis en place, notamment des ventes de dates. Des ventes de dates, en fait, c'est un concept qu'on a mis en place avec une association anglaise qu'on a rencontrée au Bangladesh et qui est un concept qui plaît parce que ce sont des dates, d'ailleurs, qui sont là-bas. C'est des petites boîtes qui sont où il y a des dates qui viennent de la Jordanie. Et en fait, chaque boîte, au travers d'un design particulier, vise à aider une cause particulière. Par exemple, cette année, on a 3 designs. Un design pour le Maroc, pour les actions pour aider des personnes endettées au Maroc. Un design spécial pour l'Algérie, pour aider des personnes dans le besoin en Algérie. Un design pour les Rohingyas, pour aider des personnes. Donc, quand un donateur achète une boîte, qui coûte à peu près 15 €, le bénéfice que génère la vente de cette boîte va pour aider ces actions. Donc, c'est à la fois un achat pour soi, mais aussi un don indirect qui arrange tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Donc, ça, c'est un truc qu'on met en place pour la 3e année. On a réalisé, après évidemment, on a réalisé un court-métrage aussi avec l'association AMEB en 2018 déjà. On a gagné le premier prix. Et c'était dans un festival qui s'appelait les Mokhtar. On a gagné le premier prix parmi les 50 films. On n'était pas du tout des spécialistes de la cinématographie, mais on a réussi à toucher en tout cas le public à travers une histoire qu'on a scénarisée avec les bénévoles et qu'on a merveilleusement bien filmé et dont on est fier aussi. Et là, vu qu'on arrive à la fin de ce podcast, j'ai été honoré de t'écouter. Je pense que tout le monde sera du même avis. Est-ce que tu as un mot à dire à ceux qui nous regardent pour, par exemple, comment ils peuvent t'aider dans le collectif AMEB ou dans d'autres? Alors, j'avais fait une conférence là il y a pas très longtemps, il y a quelques jours, avec une association, Humanapil, pour pas la citer. On m'avait invité pour parler de l'engagement dans l'humanitaire. Et parmi les questions qui reviennent souvent des gens, c'est comment trouves-tu le temps pour faire ça? Parce que au-delà du don monétaire, les gens ont ce besoin d'être utiles. Ce que je réponds, moi, quand on pose cette question du temps, je prends toujours cet exemple d'une femme qui vient d'accoucher de son enfant, de son premier enfant. Il y a 2 temps. Il y a un temps où il n'avait pas d'enfant, et un temps où elle avait un enfant. Qu'est-ce qui se passe entre ces 2 temps? C'est qu'elle doit trouver du temps à cet enfant. Alors la question, est-ce que se pose la question, est-ce que je dois trouver du temps pour mon enfant? C'est pas une question qui se pose. Elle ne doit pas trouver. C'est son temps, c'est sa vie en fait. Donc en fait, ce temps est complètement intégré dans son quotidien. Donc on ne cherche plus à trouver du temps, on vit le temps avec une nouvelle responsabilité. Donc c'est pour ça que je dis que la vocation d'être d'humanitaire, l'engagement est d'abord une vocation. Donc
quand moi je fais de l'humanitaire, j'ai pas l'impression de trouver du temps pour quelque chose. Ça fait partie intégrante de ma vie. Donc je ne cherche pas du temps. Quand je me lève le matin, je vais travailler. Entre-temps, je fais 2-3 choses pour organiser toute l'activité humanitaire de toute une association qui a des antennes en Belgique, en Malaisie, etc. Je suis pas tout seul. Je suis loin d'être seul. Je salue d'ailleurs tous les bénévoles de l'association. Et voilà. Et après, deuxième chose, c'est tout le monde n'est pas destiné à être un leader dans l'association. Tout le monde n'est pas destiné à être président. Tout le monde n'est pas destiné. Et je prends toujours cet exemple de meute de loups. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que une meute de loups, c'est toute une organisation. Quand ils se déplacent en groupe. Vous avez des loups qui sont devant, qui sont chargés d'ouvrir le chemin. C'est généralement des loups bien forts, etc. Vous avez des loups, des latéraux, qui protègent des attaques latérales. Vous avez des loups qui sont derrière, qui sont généralement un peu plus expérimentés, qui ont une vie globale. D'ailleurs, le chef, il est derrière. Et vous avez les plus faibles au milieu. Et tout ça, c'est un écosystème, en fait, d'entraide et d'organisation. Et c'est comme ça que doit être une action humanitaire. Quand on arrive dans une association, on arrive avec parfois une connaissance, une compétence, et parfois simplement des bonnes volontés, mais il faut de la persévérance et de la discipline là-dedans. C'est pour moi les deux facteurs qui font que vous êtes plus utile qu'un autre. Donc la discipline, c'est-à-dire quand on fait une action, il faut la faire de manière extrêmement sérieuse, réfléchie, et ne pas être sous le coup de l'émotion, parce que beaucoup de gens, quand ils regardent la misère dans le monde partout, que ce soit la Palestine, la Syrie, partout, donc ils ont besoin d'aider. Donc il y a ce passage émotionnel qui est normalement passager pour certains, pour beaucoup en tout cas. On est sollicité, notre émotion humaine est sollicitée, donc on a besoin d'agir, on a cette motivation, mais qui s'estompe au fur et à mesure. Et donc c'est pour ça que je dis attention, ne réfléchissez pas votre action, votre engagement sous le coup d'une émotion. Il faut le réfléchir de manière extrêmement posée, là où vous êtes le plus prêt dans votre vie. Et ensuite, présenter ses compétences, ou parfois on n'est pas obligé d'avoir des compétences particulières. On peut, par exemple, arriver dans une association, on peut travailler dans la logistique, déplacer des choses, remplir une tâche X, Y, Z. Chaque association, généralement, ils ont des besoins particuliers. Moi, dans le collectif AMEP, par exemple, là, on a lancé d'ailleurs un appel aux bénévoles récemment. On a ce projet de date dont je t'ai parlé, et on a besoin de plusieurs pôles. Un pôle qui va s'occuper de la communication, un pôle qui va s'occuper de la logistique, de la livraison, en fait, de ces boîtes. On a besoin d'un pôle qui va travailler sur la partie, je dirais, qui va s'occuper des envois ou de l'administration. Ouais, il y a tout un truc. L'humanitaire, c'est pas forcément dans le terrain, c'est aussi, il y a une grande partie qu'on voit pas qui se passe ici, en France. Ok, super. Et est-ce que vous avez prévu quelque chose pour ce Ramadan? Absolument. Alors, il y a d'ailleurs mes collègues qui sont en Guinée là en ce moment. Ouais. C'est un nouveau terrain pour nous aussi, l'Afrique, qu'on n'a jamais bien exploré, bien qu'il y ait des besoins. Donc il y a mon collègue Ali, Zakaria et Malik qui sont partis depuis 2 jours et qui sont en train d'étudier des actions dans l'eau, donc des puits, des choses comme ça. Il y a des véritables besoins dans certains villages. Ça c'est l'action actuelle. Évidemment, on a un voyage de prévu au Bangladesh dans les camps. Pendant tout le mois de Ramadan avec mes équipes. J'espère en faire partie, si je trouve le temps aussi. Et voilà, donc ça va être des actions qui sont extrêmement corrélées avec les besoins de ce mois sacré. Donc ça va être des distributions alimentaires, des iftars, ces fameux repas pour rompre le jeûne, qui ont un succès incroyable parce que, encore une fois, on a notre devoir et de conscience religieuse nous appelle encore une fois à être utile dans la communauté pour pouvoir donc on va remplir cette mission, encore cette énième mission où voilà, j'espère que tout le monde fera partie de ce maillon, parce que sans les donateurs on peut absolument rien faire. Voilà, le podcast touche à sa fin, donc on vous remercie de nous avoir suivis. On mettra toutes les infos en description de la vidéo pour ceux qui veulent participer ou aider financièrement ou en donnant de leur temps. Et on vous dit voilà, comme d'hab, commentez, likez, partagez, et on vous dit à la prochaine.